Un autre sujet qui est essentiel dans vos métiers, c'est la question de l'énergie. Et là, je me tourne vers vous, Antoine Coroller, du SDEF, le syndicat départemental d'énergie et d'équipement du Finistère. Vous en êtes le président et il se passe des choses dans la Pointe Finistère sur ces questions-là. Vous êtes là aussi un peu un territoire d'expérimentation. Une question qui a été posée tout à l'heure, l'éclairage public. Expliquez-nous. Oui, alors l'éclairage public, effectivement, elle est exercée de plus en plus par les syndicats d'énergie. En fait, les communes nous ont transféré l'éclairage public. Dans le Finistère, c'est à peu près 85 000 points lumineux qu'on gère aujourd'hui dans 220 communes sur les 269 que représente le SDEF. Donc, on a effectivement développé une technologie un petit peu innovante concernant l'éclairage connecté. Finistère Smart Connect, qui est donc un réseau d'objets connectés. On a voulu non pas le cantonner uniquement à l'éclairage public, mais ouvrir sur une plateforme multimétier qu'on a commencé depuis à peu près 1 an à mettre en œuvre. Il y a les packs d'ordures ménagères, je crois, qui sont concernés. Il y a également, voilà, c'est ça, effectivement, cette plateforme permet de gérer plusieurs services. Alors, on a également, ce qui est très intéressant, c'est pouvoir équiper les bâtiments sur la gestion rationnelle de l'énergie, parce que c'est un poste important. On l'a vu tout à l'heure, 40% des dépenses pour l'éclairage public, mais après, il reste les 60% qui sont essentiellement sur les bâtiments. Et donc, avec les capteurs que l'on peut poser, on mesure l'humidité, la présence, le CO2, de façon à pouvoir justement être alerté s'il y a des dépassements de CO2, aérer les locaux et faire du pilotage. Et il faut des réseaux pour faire ça, pour que ça marche. Vous avez besoin des professionnels qui nous écoutent. Et voilà, tout à fait, puisqu'effectivement, c'est une technologie que l'on ne maîtrise pas. Donc, on est parti sur la technologie LoRa, que la plupart d'entre vous connaissent, qui permet effectivement d'avoir des capteurs qui sont très peu consommateurs d'énergie, de façon à avoir une durée de vie. C'est des ondes à longue distance. Alors, c'est des longues distances qui sont ensuite reliées par... on a voulu être propriétaire de la totalité de l'infrastructure et des serveurs, donc de façon à garder la propriété de l'infrastructure et de toutes les données qui sont ensuite partagées avec les collectivités. Vous en êtes où justement? Là, ça fonctionne, ça y est, sur le territoire de la commune du Pays d'Iroise, c'est opérationnel? C'est opérationnel depuis quelques mois, ça fonctionne bien, et donc on a commencé justement à faire nos apôtres, si on veut, pour évangéliser nos territoires voisins qui sont intéressés. On a actuellement un certain nombre de communautés de communes qui montrent l'intérêt pour effectivement adhérer au dispositif. Aujourd'hui, effectivement, le choix qui a été fait au niveau du SDEF, c'est de dire, on parle de la Smart City. Et la Smart City, aujourd'hui, elle est essentiellement axée sur les métropoles. Territoires ruraux, pourquoi pas nous ? Donc, plutôt que d'avoir une réflexion des grandes villes qui ont les moyens de faire ou des métropoles, pourquoi un syndicat comme le nôtre, qui couvre l'ensemble du département du Finistère, on n'aurait pas cette possibilité justement de mutualiser un outil, un ensemble des communes. Un mot peut-être sur cette initiative finistérienne. En Ille-et-Vilaine, il y a sans doute des choses qui se passent aussi dans cette optique-là, la mutualisation, la connexion des territoires entre eux. Oui, nous avons participé aussi en partenariat avec le SDE à la création d'une SEM, la SEM Énergive, dont le département est entré aussi dans le capital pour avoir la conscience que sur beaucoup de plus petites communes, le besoin crucial, c'est l'ingénierie, la capacité, parce qu'on ne peut pas avoir à ces échelles de communes, même de 2, 3, 4 000 habitants, et je ne parle pas des plus petites, cette expertise. Et donc là, on arrive à, par exemple, un développement d'intervention dans le domaine du photovoltaïque qui est tout à fait intéressant, et le département, bien sûr, apporte sa contribution à ces évolutions. Alors, on a parlé de numérique, on a parlé de connexion. Derrière tout ça, il y a des réseaux aussi, des réseaux de fibres optiques. On va écouter Loïc Chenet-Girard, il avait un mot à nous dire sur ce sujet précisément. Sur le sujet de la fibre optique, vous êtes là aussi en première ligne. De nombreuses entreprises en Bretagne sont sollicitées, que ce soit par Orange sur la première phase ou que ce soit aujourd'hui par Axione sur la deuxième phase de chantier. Des entreprises se sont cassées les dents, usées, fatiguées sur le sujet de la fibre, je le sais bien. Nous avons redéployé l'outil, redéployé notre stratégie pour faire en sorte de vous donner de la visibilité, pour réduire les sous-traitances en cascade et pour faire en sorte qu'il y ait, encore une fois, une capacité de produire de manière industrielle ce 1 200 000 prises qui nous reste à construire en Bretagne. C'est plus d'1 milliard d'euros d'engagement de la région Bretagne et des autres collectivités, départements et intercommunalités. C'est un travail considérable que nous devons réaliser jusqu'à chaque maison, jusqu'à chaque ferme, jusqu'à chaque entreprise. L'engagement, c'est de le finir en 2026. Nous mettons des moyens sur la formation, nous mettons des moyens sur les bureaux d'études qui avancent sur ce dossier et bien entendu, nous attendons de l'ensemble des entreprises de travaux publics une réactivité, une capacité à agir par rapport à ce chantier. Les choix ont été faits, ils peuvent être
discutés, mais ils ont été faits. L'argent est là, c'est plus d'1 milliard d'euros. Ce travail doit être terminé pour 2026. C'est l'engagement que j'ai pris devant l'ensemble des Bretonnes et des Bretons. On sent dans le propos du président de la région une espèce d'injonction forte, et puis il y a une impatience aussi des concitoyennes et des concitoyens. Les entreprises de TP, François Coville, elles sont, j'allais dire, l'arme au pied, plus que ça, parce qu'elles sont déjà très engagées dans ce déploiement du plan régional pour la fibre. C'est un sujet complexe, effectivement compliqué, parce que quand on entend 1,2 milliard d'investissement, c'est une réalité, mais il faut savoir que 70% de l'investissement, c'est de l'ingénierie, en fait. C'est pas l'infrastructure elle-même. On est sur l'arme au pied depuis longtemps, parce que ça fait longtemps qu'on a engagé ça, mais c'est vrai que la problématique d'avoir des opérateurs forts derrière des sous-traitances, des fois en cascade, de la recherche, effectivement, parfois du prix le plus bas possible vis-à-vis des entreprises. On n'a pas encore tout à fait réussi à trouver, je crois, le bon modus vivendi, mais il y a quand même beaucoup d'entreprises qui sont engagées, qui se sont équipées. On a enfoui des réseaux pendant des années, et maintenant on replante des poteaux pour mettre la fibre. Mais pour aller vite, effectivement, il va falloir qu'on accélère, parce que c'est un besoin évidemment crucial. C'est un besoin de société, effectivement. Bruno Cavagné, vous souhaitiez apporter un éclairage national sur cette problématique qu'on doit rencontrer un peu partout, hein, la lutte contre les zones blanches. Il y a maintenant 2-3 ans, on avait interrogé beaucoup de Français, on avait fait des réunions un peu partout en France. Le premier sentiment d'oubli, c'est le fait de ne pas avoir accès à Internet au début. Aujourd'hui, les gens disent, attendez, on paie des abonnements et on n'a pas de fibre. Donc vraiment, la fibre, c'est la chose qu'il faut accélérer. Et le sentiment d'oubli et de fracture sociale était très important il y a 3 ans, mais il est toujours aujourd'hui. Donc vraiment, il faut accélérer sur la fibre. Peut-être, Alexandre Dupont, pouvez-vous nous donner quelques éclairages aussi sur la région ? Je pense que le président Chénégera l'a bien dit, c'est qu'il y a eu une stratégie qui était mal élaborée au départ, enfin mal, en tout cas, qui n'a pas pris en considération le fait que la priorité, c'était de desservir plutôt les zones blanches, plutôt que les grandes agglomérations qui finalement... Qui étaient déjà bien servies. Voilà, qui étaient déjà bien servies. Il y avait derrière quand même une stratégie économique aussi, c'est qu'on va vers le plus grand nombre pour générer le plus de recettes et qui permettent après de continuer les investissements. Aujourd'hui, on change de stratégie en allant vers les territoires les plus défavorisés pour rétablir cet équilibre-là. Sur un territoire comme le vôtre, Jean-Luc Chenu en Ille-et-Vilaine, un territoire très attractif s'il en est, on le sait, il y a encore des zones qui ne sont pas suffisamment irriguées par ces technologies-là et sur lesquelles il est nécessaire de faire porter l'effort. Oui, alors on a eu une renégociation en début d'année sur les parts des uns et des autres, et les 4 départements, dans un souci de solidarité, ont décidé d'apporter collectivement 40 millions d'euros supplémentaires. Supplémentaires, ce qui permet aussi d'alléger les contributions des intercommunalités qui, dans certains cas, étaient en difficulté. Pardon, au-delà du coût, je pense que c'est vraiment la capacité des entreprises à faire, des commandes à passer, et enfin, moi ce que j'ai toujours compris, c'est que les appels d'offres étaient tellement gigantesques que finalement ça embouteillait, et il y avait quelques opérateurs qui pouvaient répondre, et que finalement, c'est pas un problème d'argent. Nous aussi, on contribue à quelques millions, mais c'est la capacité à faire, me semble-t-il, presque plutôt que la difficulté de financer le dispositif. Antoine Coroller, dans le Finistère. Oui, dans le Finistère, effectivement, on a le même problème. Alors, nous, au niveau du syndicat départemental d'énergie et d'équipement du Finistère, on a donc décidé d'être partenaire de Mégalis pour le déploiement de la fibre, et notamment pour tout ce qui concerne la phase étude. Et en fait, on s'aperçoit que c'est là où ça bloque le plus. C'est parce qu'effectivement, tout ce qui relève de l'ingénierie, elle est un petit peu en manque de moyens humains et du coup une complexité par rapport à ça. Aujourd'hui, ce qu'on peut appeler donc la phase 2 va beaucoup plus vite que la tranche 2 de la phase 1 parce qu'effectivement, Action a pris les moyens nécessaires. Avec, ça va mieux, hein, c'est quand même important de le dire. Je pense qu'aujourd'hui, il y a eu une passe critique, mais on est en train d'améliorer les choses. Il y a une accélération. Alors, bien sûr, avec le regret qu'il y a quand même des poteaux qui sont plantés. Et ça, dans quelques années, ça nous donnera du boulot au niveau des syndicats d'énergie, puisque aujourd'hui, effectivement, on enfouit les réseaux. Alors, il faut savoir quand même que si on met des poteaux, c'est parce qu'il n'y a pas de fourreau disponible ou parce que parfois c'est du câble pleine terre. Et donc, il n'y a pas d'autre solution pour aller vite que de mettre des poteaux. Donc voilà.